Bonjour, bonjour et bienvenue dans Dimanche Investigation. Je suis ravi de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon samedi. Et nous revoilà pour continuer notre investigation en compagnie des guides, en compagnie également de nos valeureux chevaliers de lumière sur cette septième vertu céleste qu'est la pondérance. Avant tout, encore un grand merci pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires. Et cela vraiment motive énormément que de vous retrouver, que de vous lire et de savoir surtout que vous êtes présents. Et c'est vrai que ça donne vraiment un élan de dynamisme pour pouvoir vous retrouver au quotidien et notamment dans ces émissions qui sont des émissions spéciales entre le samedi avec notre rendez-vous hebdomadaire, avec à la rencontre de votre destinée, et puis le dimanche, tranquillement, où nous tentons quand même de pouvoir nous connecter à la sagesse universelle, à la sagesse vraiment à la sagesse universelle par l'intermédiaire justement des guides qui se font la voix des Templiers. On va faire comme la semaine dernière, on va se laisser porter déjà, on va se laisser porter, on va regarder avec l'oracle du prophète ce que les Templiers souhaitent nous transmettre en ce début d'émission, et puis après nous répondrons, nous tenterons, tout du moins je tenterai de répondre à l'une des questions. On va se laisser porter, je pense, aujourd'hui, et on va voir justement ce que cela pourra donner. En attendant, on y va. Chers amis, chers Templiers, quel est le message à travers l'oracle donc du prophète que vous souhaitez nous transmettre en ce dimanche? Dites-moi tout. Nous sommes avec vous. On va faire une coupe et nous allons regarder ce que les Templiers souhaitent nous transmettre. Donc on nous parle déjà de l'union, du mariage, de l'union à la fois du masculin et du féminin sacré que nous incarnons, et on a en même temps cette notion d'amitié. Donc ici les Templiers sont en train de nous exprimer justement qu'ils font alliance avec nous, et qu'ils nous présentent justement toute leur amitié, leur soutien, leur bienveillance. Je vais juste mettre l'archange Michael ici par rapport donc à l'illustration même. Je voudrais pas avoir de soucis, vous savez que Yu est très prude. Alors on va regarder déjà la carte du mariage. On va voir un petit peu quel est le message qui correspond justement à cette carte. Alors avec le mariage, on va retrouver, je vais déjà vous transmettre le message, le message de cette carte. On est: ayez confiance en l'autre, mais faites d'abord confiance à votre intuition. Ça, c'est primordial, effectivement. On est avec des notions de fusion, d'association, d'union. Donc les Templiers, effectivement, comme je le disais, font alliance avec nous. Et c'est avec énormément d'humilité aussi, et une très, très grande gratitude que je les retrouve à travers ces émissions, à travers cette investigation. Je vous lis le message qui est associé à la carte du mariage. Qu'il s'agisse d'un lien amoureux, sensuel, intellectuel ou d'ordre associatif, une union vous lie à votre partenaire, mais ne vous enchaîne pas pour autant. La vie commune ne vous entraîne pas dans un enfermement, mais dans une découverte de vous-même. L'autre se fait miroir de ce que vous êtes. Miroir étincelant devant vos talents et votre lumière intérieure. Miroir déformant devant vos ombres et vos peurs inconscientes. Regardez l'autre comme le reflet de votre amour, mais aussi comme celui de votre vérité. Et je vous transmets donc un passage du texte de Khalil Gibran, donc du prophète. Voici ce que Khalil Gibran écrit: le mariage représente l'union entre deux personnes, mais il est avant tout un réel engagement dans la vie commune. Qu'il soit religieux ou non, le mariage est aussi un engagement pris devant Dieu, témoin silencieux et éternel de votre union sacrée. Par le sacrement du mariage, vous vous jurez fidélité et promettez de vous aimer jusqu'à ce que l'amour vous sépare, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Le mariage peut être aussi le symbole de l'union envers votre moi humain et votre moi divin. Eh bien, c'est tout à fait ceci
dont il est question en ce début d'émission. Et on va regarder avec la carte donc, de l'amitié, ces instants partagés entre vous et moi. Et voici ce qui est donc le message. Accompagnez votre prochain comme vous souhaitez être accompagné. On est avec des énergies d'attachement, de tendresse, de bonté. Et je vous transmets une citation. « Et quand il est silencieux, votre cœur ne cesse d'écouter son cœur. Nul besoin d'interroger votre ami quand il ne va pas bien. Votre présence suffit. Vous devenez le miroir de son âme quand sa vision de lui-même devient trouble. Vous savez lui renvoyer sa meilleure image et chasser les brumes qui assombrissent son moral. Toujours présent, vous êtes un ami sur lequel on peut compter. Et vous, quand le temps se gâte et que votre vie tourne à l'orage, vous abritez-vous chez votre ami pour sécher votre peine auprès du foyer de son cœur. L'amitié aime se nourrir de réciprocité. » Ça me parle énormément. Et je vous transmets donc un passage du prophète. L'amitié est témoignage de ce que vous êtes. Avec votre ami, vous partagez vos joies comme vos peines. Il vous accompagne sur le chemin de votre vie, vous soulage du poids, parfois trop lourd, de certains passages existentiels. Grâce à la compagnie de votre ami, vous vous hissez l'un et l'autre vers le plus haut sommet de vous-même, vers votre liberté d'être. Magnifique message pour commencer cette émission. Gratitude, gratitude, gratitude pour le témoignage très fort et la confirmation également de leur présence donc à nos amis templiers. Et pour aujourd'hui, on va se laisser porter comme je vous le disais. J'ai réalisé en amont un tirage en 10 cartes, donc 2 rangées de 5 cartes avec les cartes oracles d'Algariel. Et on y va, on va découvrir les cartes ensemble. Je vais juste regarder au niveau du retour caméra. Si on est bon, je vais pouvoir les remonter un tout petit peu. Et puis on y va, on va se laisser porter, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Avant que nous nous plongions vraiment dans la continuité finalement de notre investigation, je vais tout simplement redresser le contexte, pour les personnes notamment qui prendraient peut-être cette émission ou qui découvriraient cette émission, qui découvriraient la chaîne pour la première fois. Il faut savoir que l'histoire en elle-même, bien l'histoire, elle est jalonnée de structures de pouvoirs qui ont prétendu enseigner l'équilibre, mais dont la véritable intention était de neutraliser toute forme d'émancipation. C'est ce que nous avons vu à travers les 7 vertus que nous avons abordées sur la chaîne, et que ce soit l'Église ou d'autres institutions, on est sur un équilibre qui est tronqué, qui nous a souvent été imposé, c'est-à-dire une soumission déguisée finalement en vertu. On parle aussi d'une conformité maquillée en harmonie, mais finalement, la pondérance en elle-même, qui est cette 7e vertu céleste, la véritable pondérance, elle ne peut être un asservissement, un équilibre illusoire, un équilibre factice. C'est-à-dire qu'elle n'est absolument pas, elle n'est ni complaisance, encore moins docilité, ni l'acceptation bien sûr aveugle d'un compromis dicté par une autorité extérieure. Au contraire, elle est vraiment un art subtil, de l'ancrage, du discernement, c'est-à-dire une force intérieure qui nous permet justement de pouvoir rester debout au milieu, je dirais, du chaos, au milieu des égrégores sociétaux, sans devenir finalement servile, une illusion d'ordre imposé. Et le tirage justement de ces cartes oracles à travers cette première ligne, les guides me disent, va nous inviter encore aujourd'hui une profonde introspection sur cette distinction capitale. Et j'ai très envie aujourd'hui d'aborder la question et tenter de répondre justement, de me tourner vers les Templiers pour savoir comment justement reconnaître la véritable pondérance face aux équilibres, aux faux équilibres
qui nous est imposée. Et on va commencer tout de suite par la carte centrale. Alors la carte centrale, on va retrouver la carte de l'opéra. L'opéra, c'est à la fois l'expression, l'illumination, l'observation. Et l'opéra, donc cette carte, elle est vraiment au cœur hein, de cette première rangée. C'est la carte pivot d'articulation de cette rangée. Et cette carte vient incarner finalement la création, peut-être même la nécessité finalement, hein, d'exprimer une vérité intérieure, peut-être même de refuser finalement hein, l'enfermement dans un carcan qui est, alors me dit-on, préécrit. Et l'opéra, il vient symboliser, il vient incarner eh bien l'art qui défie finalement eh bien l'ordre établi. C'est-à-dire que c'est la voix qui s'élève hein, contre l'hypocrisie d'un équilibre imposé. Ça, c'est un point déjà extrêmement important. On va regarder la première carte, on va retrouver la lettre, l'officialisation. Donc la lettre, c'est l'écriture. L'écriture ici qui est à considérer par rapport à notre sujet du jour, eh bien comme un acte, hein, comme un acte de transmission. Et cette lettre, elle peut être bien sûr, elle pourrait prendre l'apparence d'un message que nous recevons. Ça peut être aussi un échange initié. Et en tout cas, la lettre, elle est toujours porteuse d'une trace, d'une mémoire. Et dans le cadre justement de la pondérance, cette carte, les guides me disent qu'elle nous invite à questionner finalement eh bien, les récits que nous avons acceptés pendant des décennies comme vérité, c'est-à-dire que à travers cette carte, il y a une question très claire qui nous est posée, c'est qu'a-t-on écrit justement pour nous et qu'écrivons-nous finalement pour nous-mêmes. Donc on voit que l'écriture en elle-même, l'écriture, hein, c'est réellement un acte qui est fondateur, dans le sens où elle fixe la mémoire et puis elle permet aussi de structurer justement les récits, mais finalement, qui écrit l'histoire de nos vies? C'est une bonne question d'ailleurs, qui écrit l'histoire justement de nos vies, et acceptons-nous finalement aveuglement hein, les récits des autres, ou avons-nous justement eh bien, la force de pouvoir coucher nos propres vérités eh bien, sur le papier. Et la vraie pondérance dans ce sens, elle exige justement que nous nous interrogions finalement, ou que nous interrogions les récits officiels avant de les intégrer justement comme des vérités, et des vérités absolues. Donc là, on est déjà dans une forme d'invitation encore hein, à pouvoir nous émanciper, retrouver la vérité au-delà du voile justement de l'illusion. Hein. Nous avons quoi après? Ici, nous avons la carte des mystères. Alors ça, c'est une carte intéressante, la lampe avec Elgariel a bien représenté donc l'énigme, c'est-à-dire le mystère. Et les guides me disent que le mystère, justement, bien c'est l'antidote. Hein, c'est l'antidote aux vérités qui nous sont imposées. Donc l'énigme en elle-même, elle nous pousse hein, à ne jamais accepter un équilibre finalement sans l'avoir remis en question. On me montre une clé, c'est-à-dire finalement qui détient précisément la clé de cette harmonie prétendue. Peut-on réellement parler d'un équilibre réel ou d'un cadre qui est façonné justement pour nous enfermer hein, dans une vision réductrice précisément de la vie. D'ailleurs, on voit que sur cette lampe ici, il n'y a pas de lumière, hein, donc on est plongé dans une forme d'obscurité en même temps. L'obscurité qu'on va retrouver aussi dans la carte de l'opéra, dans cette salle, hein, l'opéra qui, quelque chose est en train de se jouer sous nos yeux sur la scène finalement de nos vies, et le plus important va être de trouver eh bien, l'autre scène sur laquelle se déroule la vérité. Hein.
la vérité et non la partition qui est en train de se jouer. Donc, quelque part, on pourrait aller plus loin en disant que il y a véritablement dans l'équilibre qui nous est imposé, eh bien, un paradoxe, c'est-à-dire que cet équilibre, il est très souvent fondé sur des mystères, sur des vérités qui nous sont dissimulées, c'est-à-dire que celui qui veut réellement comprendre, eh bien, doit questionner ce qui lui est présenté comme étant indiscutable. Et l'énigme, elle nous invite, bien sûr, à aller au-delà, au-delà des dogmes, de manière à pouvoir, je dirais, sonder l'équilibre, l'équilibre du monde, et puis surtout en déceler les failles. Donc on va revenir sur la carte de l'opéra qui représente, comme je le disais, à la fois l'expression, la révélation aussi de la vérité à travers l'art, à travers l'observation. Et la carte de l'opéra en position centrale met en lumière finalement l'éveil de la conscience face précisément aux illusions du monde. Donc, cette carte de l'opéra vient symboliser finalement le moment où l'on perçoit justement que l'équilibre imposé, eh bien, n'est qu'une scène de théâtre. Donc, comprendre véritablement cela, c'est déjà un premier pas vers la liberté intérieure. Donc, l'opéra vraiment au centre justement de cette première rangée vient incarner finalement la vérité révélée, c'est-à-dire la lumière qui vient éclairer précisément les illusions. C'est-à-dire que s'il faut équilibre en lui-même, c'est un masque social, l'opéra, c'est l'acte de... Alors, les guides me disent, c'est l'acte de pouvoir les retirer, puisqu'on prend justement de la hauteur, et on ouvre le rideau qui nous masque la vérité. Et donc, ceux qui imposent finalement l'ordre craignent véritablement l'expression sincère. Tout simplement parce que la véritable pondérance, elle ébranle, elle ne peut qu'ébranler d'ailleurs les fondations d'un équilibre, et pour le coup d'un équilibre qui est factice, qui n'est que pure illusion. On a quoi ensuite? On a la carte de la tour. Donc la tour, elle vient incarner, là aussi on a une prise de hauteur, que ce soit à travers la baignoire ou à travers justement cette illustration, on a vraiment une prise de hauteur. Et cette carte, elle vient incarner, elle vient représenter les énergies d'ambition, de construction aussi. Et dans l'alcariel, la carte de la tour, c'est la force. Donc, on a une forteresse qui est au sommet justement de ce monticule. Et cette forteresse, finalement, est-ce qu'elle nous est protectrice, ou au contraire, est-ce que c'est une prison dans laquelle nous pourrions nous retrouver enfermés? On voit en tout cas que l'équilibre, le véritable équilibre, lui, ne va pas se fonder justement sur des murs rigides, mais sur une capacité justement à pouvoir évoluer. C'est-à-dire que si la tour elle est trop haute, finalement, elle peut devenir un piège. Donc, construire une tour, les guides me disent, construire une tour, c'est élever une structure, justement, qui domine. Mais, finalement, cette structure, est-ce qu'elle est réellement un refuge ou est-ce qu'elle est une prison? On peut se poser la question, d'ailleurs. Et les systèmes en allant plus loin, d'ailleurs, les systèmes qui prônent un équilibre factice, ils érigent des tours pour enfermer les consciences. Donc cette tour, elle pourrait représenter le lieu où nos consciences, justement, se retrouvent enfermées. Donc la tour en elle-même, elle vient rappeler, justement, l'importance de l'ancrage véritable, qui, lui, ne peut se reposer finalement sur des murs, mais vraiment sur cette capacité que nous avons tous et toutes de s'élever
sur nos propres chemins de vie, mais sans justement nous figer. Et qu'est-ce que nous avons ensuite? On va retrouver la carte des ruines. Ok, on a un passage ici, donc on est sur des ruines, des vestiges, la mémoire en même temps du passé, qui est souvent, on l'a vu hein, tout au long de cette investigation, donc depuis l'année dernière, qui est souvent instrumentalisée hein, pour justifier justement eh bien, une forme de statu quo, et les ruines là, viennent nous rappeler justement que la nostalgie, elle peut être une arme de contrôle. Et un grand nombre de systèmes de pouvoir hein, utilisent véritablement eh bien, le passé comme un argument justement pour empêcher toute remise en question hein, du présent. Et donc les ruines, elles sont en quelque sorte eh bien, ce que l'on chérit du passé. Mais d'une certaine manière, en allant plus loin, elles sont aussi, ou elles pourraient représenter également, ce qui nous entrave. Si on s'y attarde trop. Et donc les dogmes en eux-mêmes, ils vont utiliser, hein, ça on le retrouve très clairement, ils vont utiliser la nostalgie comme un outil, mais pour le coup comme un outil de contrôle. Pour ça il y a une expression très claire, hein, c'est le « c'était mieux avant ». Nous ne changeons rien, mais la vraie pondérance en elle-même, elle consiste pas à vénérer des cendres, mais à allumer justement un feu nouveau. Donc maintenant que nous avons découvert l'ensemble des cartes qui composent cette première rangée, on va s'intéresser eh bien, aux différentes associations de chacune des 4 cartes avec la carte centrale. Et on va commencer par la lettre associée à l'opéra. Donc on revient sur l'écriture, c'est-à-dire sur ce que nous écrivons, sur ce que nous pouvons lire aussi. Eh bien ceci vient façonner considérablement notre perception du réel. Alors que l'opéra, il incite finalement à relire, à revisiter, à notre propre histoire, mais avec lucidité. C'est-à-dire que, très clairement, on peut s'interroger sur qui a écrit les règles de cet équilibre imposé, sachant que pendant des décennies, eh bien, nous avons été littéralement nourris par des récits que nous n'avons pas écrits. Et il est temps... Alors, les guides me disent, quand je parle des guides dans cette investigation, je vous rappelle que les guides se font les voix des Templiers, et donc les guides me transmettent ceci, ils me disent qu'il est temps justement de prendre la plume et de récupérer justement notre propre voix, que ce soit V-O-I-E ou V-O-I-X, ça c'est un point important. On a l'énigme et l'opéra. Quelque part, l'opéra qui pourrait, d'une certaine manière, éclairer, vient se heurter finalement à l'énigme qui, elle, pourrait quelque part dissimuler. Et la vraie pondérance, elle naît quelque part d'un juste milieu, justement, entre la révélation d'un côté et le questionnement de l'autre. C'est-à-dire comprendre que ce qui nous est présenté comme une vérité universelle est souvent, pour ne pas dire les 3/4 du temps, hypothétiquement parlant bien sûr, eh bien, une mise en scène. Et la véritable harmonie, elle va se trouver justement au-delà du voile et du voile de l'illusion. Ça, c'est un point important. On va retrouver la tour associée à l'opéra. On nous parle d'une structure qui est importante, qui peut, à bien des égards, sembler solide, mais finalement, interrogeons-nous, est-ce que cette structure, elle est flexible? Et l'opéra nous enseigne justement que la rigidité, elle mène à l'effondrement, incontestablement. Et donc une tour qui est construite sur des illusions,
hein, eh bien, elle finit par quoi? Elle finit par s'effondrer. Et seule une expression sincère peut garantir euh, un réel équilibre. Les ruines maintenant. Les ruines associées à l'opéra, on nous parle de la nostalgie. Cette nostalgie qui peut être un frein, hein, à l'émancipation. C'est une question, ce n'est pas une affirmation. Et un équilibre qui est basé, pour le coup, sur des ruines, eh bien, c'est une illusion de stabilité. Donc, ok, se souvenir, les guides me disent, se souvenir, c'est très important, mais encore faut-il bâtir euh, sur du solide, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas bâtir l'avenir, justement, sur les cendres du passé, ou sur une ou au contraire, justement, nous pouvons bâtir à partir du moment où nous sommes dans une dynamique de conscience et de conscience éclairée. J'espère que j'ai perdu personne. Ces cartes sont extrêmement parlantes et associées en plus aux énergies des guides et aux énergies des Templiers. Elles sont d'autant plus parlantes. On va regarder maintenant la deuxième ligne, la deuxième rangée. Est-ce que vous voyez les cartes? Je vais peut-être essayer de remonter un tout petit peu la première rangée de manière à ce que vous puissiez mieux voir. Donc, la deuxième rangée, on y va. Je sens que ce tirage va nous amener quand même à aborder un certain nombre de questions, ne serait-ce que par rapport déjà aux notions que nous venons d'évoquer. On va voir si la deuxième rangée est aussi forte et puissante énergétiquement que la première. On va déjà... ok, on me demande de commencer par la première. Ici, nous avons la carte du phare. Alors, le phare en lui-même, qu'est-ce que nous pouvons dire sur le phare? Le phare, c'est le repère, hein, le repère aussi dans la tempête. D'une certaine manière, le phare, c'est aussi un guide, hein, pour un grand nombre de bateaux. C'est ce qui permet justement aux bateaux de pouvoir arriver, pour le coup, à bon port. Mais les guides me disent, encore faut-il justement eh bien, ne pas en devenir dépendant. Alors ça, c'est important. C'est intéressant d'ailleurs comme notion. En lien avec la vraie pondérance, en résonance avec la vraie pondérance, eh bien cette pondérance, justement, elle ne consiste pas à suivre aveuglement, justement, un phare, mais au contraire à apprendre, à naviguer et à naviguer seul. C'est-à-dire que le phare, comment je pourrais dire les choses, vient nous rappeler finalement que certes que nous avons toujours besoin d'un repère, mais finalement, avons-nous choisi notre phare ou est-ce qu'il nous a été imposé? C'est-à-dire que, ok, la lumière, elle peut guider, ça je suis d'accord, mais la lumière, elle peut également aveugler. Nous avons quoi ensuite? Nous avons une carte très importante qui représente les guides, notamment, on a l'armure, ça peut être les chevaliers également qui sont avec nous, les chevaliers qui nous guident, et cette carte, elle vient représenter... alors, les guides me disent que, effectivement, avec le corps de fer, nous sommes bien en présence des énergies templières, et en même temps, nous sommes sous haute protection. Et en allant plus loin, on va aborder une notion complémentaire, puisqu'on va nous parler de la protection. Hein, et cette protection, justement, se protéger, le fait de se protéger, ce qui est primordial. Alors, ok, je comprends ce que vous voulez me dire. Je vais formuler ça sous terme de question, ça sera plus simple pour moi. Se protéger, justement, est-il toujours synonyme, finalement, de liberté? L'armure, elle est utile, oui. Mais, encore une fois, tout comme la tour, elle ne peut pas devenir une prison. La tempérance en elle-même consiste pas, hein, à ériger des murs entre soi et entre le monde. Non.
cette armure, elle est utile, hein, en combat, mais les guides me disent qu'elle devient alors très vite un fardeau, un poids, lorsqu'on refuse justement de l'enlever. Et donc, la tempérance véritable, elle exige, là pour le coup, même si ça peut sembler un terme fort, véritablement, elle, alors, elle exige, je ne veux pas dire elle nous incite, mais elle exige d'apprendre à travers nos expériences à distinguer eh bien, la protection de l'enfermement. On regardera dans un second temps la carte centrale. Ici, on retrouve l'échelle, hein, l'échelle qui représente à la fois le choix, la réflexion. On est sur un équilibre, encore une fois, un équilibre imposé. Et cet équilibre imposé, il ne laisse aucune place, justement, aux énergies de l'échelle. Tout simplement parce que cet équilibre imposé, il va refuser la remise en question. Donc, sans choix, il n'y a pas d'équilibre, ou d'équilibre véritable. Sans choix, on va parler d'un équilibre imposé. Et donc, ceux qui contrôlent finalement, allez, il y a longtemps, j'en ai pas parlé, on y vient, ceux qui contrôlent le monde, hein, vous savez de qui je parle. Donc ceux qui contrôlent le monde cherchent véritablement à nous priver d'échelle, à nous faire croire justement que leur chemin est le seul possible. Et là on parle des figures de pouvoir. Et nous avons quoi ensuite? Eh bien nous avons le soldat. Alors la carte du soldat, c'est le guerrier, hein, c'est celui qui avance malgré justement l'adversité. Et ce soldat, est-ce qu'il se bat finalement pour une cause qui est juste, ou est-ce que quelque part il ne serait pas instrumentalisé, dans le sens où est-ce qu'il ne défend pas un système peut-être qu'il ne comprend pas? Et donc la tempérance ici, elle va consister justement à ne pas se battre. Et les guides me disent à ne pas se battre pour un faux équilibre. Finalement, ce soldat, il combat pour qui? Est-ce qu'il combat pour sa propre quête, ou pour une cause, pour le coup, qui lui a été dictée? Et donc la tempérance en elle-même, elle ne consiste pas à se battre aveuglement, mais à choisir véritablement ces batailles avec conscience. Et croyez-moi, ça changerait déjà un certain nombre de cours d'histoire actuelle. Hein, ça changerait vraiment le cours de notre histoire. Nous avons ici le casque, en carte centrale. Le casque, ça peut être l'entêtement justement, qui est une lame, qui peut être une lame justement à double tranchant. C'est-à-dire que en allant plus loin, il faut être capable justement de pouvoir défendre justement ses positions, mais tout en étant capable de reconnaître justement quand une certitude devient une illusion, c'est-à-dire une force, ça met en lumière justement une force excessive qui peut mener véritablement à un aveuglement. Donc trop de certitude, moi j'ai aucune certitude, hein. Moi je vous transmets justement, la seule certitude que j'ai, c'est de ne pas avoir de certitude. Et donc trop de certitude, elle peut être véritablement un piège, dans le sens où le véritable équilibre, il exige une fermeté, mais sans rigidité, et une force lucide, c'est-à-dire une force sans aveuglement. Donc, on va procéder de la même manière. On va maintenant regarder chacune des 4 associations avec la carte centrale. On va parler du phare avec le casque. Là, on nous parle véritablement de la nécessité, hein, du guide, mais ce guide ne doit pas nous enfermer dans une vision rigide.
Et le guide, c'est déjà l'intuition aussi. Donc suivons-nous, ici la question qui est soulevée, c'est suivons-nous, pardonnez-moi, un guide par choix ou par habitude, sachant que nous sommes en même temps notre propre guide. L'intuition est notre propre boussole intérieure. Le corps de fer maintenant, avec le casque, met en lumière quelque part le fait que la protection peut devenir une prison et que trop de certitude peut véritablement empêcher l'adaptation. Une protection finalement, ici, avec le casque, hein, cette protection finalement, elle peut devenir une prison. Elle peut représenter la carapace, hein, qui est finalement autour de nous. L'échelle et le casque. On nous parle ici de la capacité à choisir, hein. Et cette capacité justement à choisir, que nous avons tous et toutes, choisir en conscience, induit et amène à un équilibre, un équilibre véritable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équilibre véritable sans capacité justement à choisir et à choisir en conscience. Les guides me parlent de la rigidité. De la rigidité qui mène précisément à quoi? Qui mène à l'immobilisme. Donc l'équilibre finalement imposé, il ne laisse, comment je pourrais dire, aucune place finalement au choix. Et là, alors que la vraie pondérance, elle l'exige. Le soldat maintenant est le casque. Alors se battre pour un équilibre artificiel. Je vais être direct. Les guides me disent que c'est complètement absurde. Que la vraie bataille, elle est celle justement de l'émancipation. Ça, c'est un point primordial. Les guides me disent, et me confirment finalement, nous ne devons, ne soyons pas des pions dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Ça, c'est très important. Maintenant, on va aller un peu plus loin, hein, dans le sens où on va regarder un petit peu. Les guides me parlent de la lettre et des ruines. Ok, donc on va aborder les associations spécifiques. Je comprends. La lettre et les ruines, on revient sur l'écriture, c'est-à-dire sur ce qui façonne notre mémoire, c'est-à-dire que ce qui est écrit, quelque part, façonne notre mémoire. Mais faut-il croire pour autant les récits que l'on nous a présentés pendant des décennies du passé, ou au contraire sommes-nous invités justement à réécrire notre propre équilibre par le fait d'éveiller, de nous diriger, d'ouvrir, de nous questionner pour retrouver notre propre émancipation, notre propre autonomie, parce que c'est ça dont il est question. Retrouvons notre propre autonomie. L'énigme et la tour, maintenant, vient mettre en lumière une vérité cachée, derrière justement une structure imposante. Et l'équilibre imposé, hein, va reposer justement sur quoi? Sur des mystères que finalement les sociétés ne nous laissent pas résoudre. En cela,
on pourrait on pourrait évoquer très rapidement la liberté d'expression et la liberté de penser. J'en dis pas plus. Le phare et le soldat. Suivre un guide. Se battre. Hein, c'est ça. C'est est-ce que nous suivons un guide ou est-ce que nous nous battons justement pour notre propre vérité. Et l'équilibre, quelque part, l'équilibre passif, où cette position de passivité, elle nous invite en même temps à suivre. Alors que la tempérance en elle-même, la véritable tempérance, elle nous demande d'agir et d'agir avec discernement. Ça, c'est un point essentiel. Le corps de fer avec l'échelle, c'est protection d'un côté, le choix de l'autre, c'est-à-dire d'un côté la rigidité, de l'autre la liberté. Et un équilibre imposé, d'emblée, élimine le choix. Et donc la vraie tempérance, elle va reposer justement sur la capacité à choisir, à retrouver notre propre liberté, notre propre chemin. Donc ça, c'est un point vraiment très important. Donc on voit ici, à travers ces 10 cartes, que la vraie pondérance, elle ne peut être une soumission douce. Sachant que elle consiste, ou elle ne consiste pas plutôt, à accepter l'équilibre des autres, son discernement. En cela, elle est un axe intérieur, une force, on en a parlé, une force d'ancrage qui permet d'accueillir le chaos, également, mais sans s'y perdre, et puis de percevoir les manipulations, justement, sans y succomber. On a l'opéra et le casque en carte centrale, au centre même de notre tirage. Ces 2 cartes, elles nous enseignent quelque chose de très fort. Elles nous enseignent finalement 2 aspects fondamentaux de cette quête. L'opéra, lui, il nous éclaire. Et le casque, alors quand je dis l'opéra nous éclaire, c'est l'opéra, il nous pousse finalement à voir la vérité derrière le voile des illusions. Et puis le casque, il nous rappelle que trop finalement de certitude, pour le coup, devient un véritable enfermement. Donc l'équilibre, lorsque l'on parle d'équilibre, l'équilibre véritable, encore une fois, n'est pas et ne peut pas être, ou ne peut pas être plutôt, un compromis passif dicté justement par un pouvoir extérieur. Les guides me disent qu'il est une tension dynamique entre la lucidité d'un côté et l'adaptabilité de l'autre, et donc entre l'ancrage et la souplesse. Et la tempérance n'est pas une paix imposée. La tempérance, c'est au contraire, alors les guides me disent, une maîtrise de soi, bien sûr, qui refuse la passivité, qui refuse la soumission à l'ordre établi lorsqu'il devient une prison. Je pense que ça parle à beaucoup, ceci, parce qu'on est en plein dedans, dans beaucoup de sociétés, et notamment sur notre propre territoire. Et on me dit, c'est là la voie, V-O-I-E, de nos chevaliers de lumière. Donc, je reprends. À savoir que la tempérance en elle-même ne peut pas être une paix imposée, et c'est une maîtrise de soi qui refuse la soumission à l'ordre établi lorsqu'il devient une prison. Et on voit que ce tirage, finalement, à travers ce tirage, les Templiers nous enseignent que la vraie pondérance, c'est une dynamique. La vraie pondérance, c'est une énergie motrice. C'est pas un état de stagnation, ni un état figé. Donc, lorsque l'on regarde le positionnement des cartes et que l'on trouve l'opéra et le casque en élément central, on est réellement dans une forme de dualité
mais qui pour le coup est une dualité essentielle, dans le sens où l'opéra, nous l'avons vu, l'opéra, il nous pousse vraiment à exprimer une vérité, mais une vérité qui dérange. Alors que le casque, il nous rappelle que cette vérité, elle doit être portée justement avec discernement, sans que cela conduise à nous enfermer dans des certitudes qui sont rigides. Et par conséquent, la fausse harmonie imposée précisément par les systèmes de pouvoir, bah, c'est une prison dorée. Enfin, tel que je le ressens. Après, ce n'est qu'une lecture, hein, ce n'est en lien effectivement avec les résonances de ce que l'on me transmet, mais je ne détiens en aucun cas la vérité, ce n'est qu'une vision des choses. Attention, hein. Les guides me disent que la vraie tempérance, c'est vraiment un équilibre qui est mouvant, qui est conscient, et surtout un point important qu'on me martèle finalement depuis tout à l'heure, à savoir qu'il ne sacrifie jamais la vérité sur l'autel du confort. Donc, en allant plus loin, le véritable équilibre, puisque c'est de ça dont il est question finalement, il ne consiste ni à se soumettre, ni à se rebeller aveuglement, mais à marcher eh bien, son propre chemin avec discernement, avec lucidité, tout en étant ancré et en étant justement en avançant avec une force, avec notre propre force intérieure. Et donc depuis des siècles et des siècles, des structures hein, de pouvoir, quand je parle de structure de pouvoir, ça peut être bien sûr l'institution en elle-même, la Sainte Église catholique romaine, ça peut être les systèmes politiques, c'est aussi les systèmes politiques. D'ailleurs, l'Église est devenue un système politique depuis bien longtemps, ou des dogmes sociaux. Tout cela on prônait et prône encore un équilibre qui, d'une certaine manière, sous prétexte hein, d'harmonie, eh bien, étouffe la révolte intérieure et puis la quête de vérité. C'est-à-dire que l'on nous enseigne... alors, ok, les guides me disent non. L'on enseigne à l'homme, avec un H majuscule, à plier, plutôt qu'à s'ancrer, à taire en même temps sa voix plutôt qu'à l'affiner, et puis à accepter le monde tel qu'il est plutôt que de le transformer. Mais la pondérance en elle-même, c'est cette vertu que les sages, que les chevaliers de l'ordre ont cultivée dans le silence de leur quête intérieure. Et cette pondérance n'est pas une soumission déguisée. Elle est réellement, elle n'est ni une compromission, ni une abdication face justement aux forces extérieures qui cherchent véritablement à formater les consciences. Donc, le véritable équilibre, c'est pas l'absence de conflit non plus, hein, mais c'est la maîtrise du conflit. Ok, on me dit la paix authentique n'est pas l'acceptation passive d'un ordre préétabli, mais la force intérieure qui permet de traverser le chaos sans s'y perdre. Le tirage d'aujourd'hui
euh, nous invite en même temps à un regard sans concession, hein, sur la nature même de l'équilibre et à une question fondamentale, c'est comment distinguer finalement la véritable pondérance de l'illusion, d'harmonie imposée. Et en allant plus loin, bien sûr, parce que c'est sous-jacent depuis que nous avons commencé. En plus, je suis littéralement bombardé d'images que les guides m'envoient. Il y a une résonance très forte avec nos sociétés actuelles. C'est-à-dire que les cartes que nous avons sous les yeux, leur interprétation qui m'est dictée par les guides qui se font la voix des Templiers, mettent véritablement en lumière finalement les mécanismes à la fois de contrôle subtil à l'œuvre aujourd'hui encore dans nos sociétés modernes, c'est-à-dire, ou dites modernes, où l'équilibre vanté n'est souvent finalement qu'une harmonie, et qu'une harmonie illusoire, un conditionnement déguisé justement en tempérance. Les guides me parlent de faux équilibre social, et ce faux équilibre social, il ne repose pas justement sur une véritable pondérance. Non, il repose sur un formatage progressif depuis des décennies des consciences, et donc à travers les dogmes culturels, les injonctions polypointiques, les narratifs médias pointiques, les impératifs écono-miques également. Il est important, la société façonne justement, ou tente de façonner, un citoyen qui confond soumission et sagesse, acceptation et équilibre, paix et anesthésie. Je ne sais pas si je peux utiliser ce terme-là, mais je pense que vous comprendrez justement aisément ce que je souhaite vous transmettre aujourd'hui. Donc, on voit que l'expression, on a dans un premier temps par la carte de l'opéra, qui est le besoin d'expression, l'illumination, l'observation, on a l'expression réprimée, et puis la standardisation de la pensée. C'est-à-dire que dans nos sociétés, l'expression, le droit de l'expression, le droit de parole, la liberté d'expression, elle est paradoxalement encadrée. Il y a quelques années en arrière, elle était encouragée. Aujourd'hui, l'expression individuelle, elle est véritablement... c'est paradoxal, en fait, cette notion de liberté d'expression, puisque d'un côté, elle est encouragée, mais de l'autre, elle est encadrée. C'est-à-dire que on assiste à quoi? On assiste à une société qui prône justement la liberté d'opinion, mais uniquement si elle reste dans un cadre prédéfini. Et donc l'opéra, justement, en tant que carte centrale de la première rangée, elle est capitale puisqu'elle met finalement en lumière la tension entre la nécessité d'exprimer une vérité profonde et puis la peur aussi d'être réduit au silence. Parce que, oui, la liberté d'expression réduit au silence. Elle est réduite au silence aujourd'hui. Depuis des décennies. On en prend conscience. Ça montre quoi? Ça montre que la lettre et les ruines parlent également d'un héritage, parlent du fait que nous héritons justement d'un récit historique qui est, maintenant on le sait, souvent biaisé et qui est raconté par ceux qui détiennent justement le pouvoir d'écrire.
ça nous mène à la mémoire collective qui est, alors je vais peut-être pas me faire des amis justement en disant cela, mais la mémoire collective, elle est sélective, malheureusement, hein. Et elle sert un objectif finalement, un objectif précis. C'est conditionner finalement l'avenir en modelant la perception du passé. L'énigme et la tour, on a les mystères, les secrets qui sont véritablement omniprésents partout, sous nos yeux depuis des décennies, et on nous donne finalement des vérités qui sont complètement prémâchées, sous forme de dogmes, mais finalement, soyons sérieux, parce que quiconque s'aventure justement à questionner la narration dominante, eh bien, se heurte à quoi? Paf, à un mur de résistance. Et la tour et l'opéra, on voit que les élites, nos chères élites culturelles, intellectuelles, construisent finalement des structures de pensée qui sont tentantes, hein, puisqu'elles semblent offrir finalement un refuge, mais elles deviennent vite des prisons, et des prisons mentales. Alors évidemment, pas toutes, je ne vais pas généraliser, mais c'est parlant tout ça, hein. Finalement, qu'est-ce que ça relève? Qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle que nos sociétés dites modernes, elles valorisent véritablement une pensée. Aujourd'hui, on est dans la pensée normalisée, une expression qui est contrôlée, et puis une illusion de diversité intellectuelle. C'est-à-dire que ceux qui cherchent à s'exprimer hors des cadres établis, eh bien, ils sont perçus comme déviants, conspirateurs, radicaux, appartenant à l'extrême droite, et sont taxés, bien sûr, d'alimenter les théories du complot. Pensons notamment à Natacha Ray, qui s'est vue supprimer ni plus ni moins que l'aide de la CAF, donc l'AH, et je ne vais pas revenir dessus, mais je n'ai pas de terme. Il me semble que d'ailleurs à ce sujet, Nat de la chaîne Une Petite Voix a créé une cagnotte, hein, pour celles et ceux qui souhaiteraient aider Natacha Ray, hein, puisque la CAF ne répond pas, son assistante sociale ne répond plus, suite à l'interview qu'elle a accordée justement avec Chloé Framery sur la chaîne de Ricardo, donc la minute de Ricardo. Voilà, j'en dirai pas plus. On a aussi un autre point qui est important, qui est total soutien. Total soutien, bien sûr, total soutien également à beaucoup de personnes que je porte dans mon cœur, comme Natacha Ray, Olive, qui s'est vu supprimer tous ses comptes, TikTok du jour au lendemain, des personnes, hein, vraiment. Enfin, je ne vais pas revenir. Voilà, c'est pas le sujet. On a la polarisation également des choix, et puis on a la rigidité quelque part des identités. Avec le casque, hein, le casque, lui, vient symboliser la force de caractère, les certitudes également des événements, la rigidité, et donc c'est la seconde carte centrale, hein, de notre tirage. Et donc le casque, vraiment, lui, vient incarner une posture de fermeture mentale, qui se manifeste dans la société actuelle, justement, à travers, précisément, des certitudes extrêmes, des dogmes idéologiques. Ça, on a tous les spécialistes des dogmes idéologiques, hein, à la solde, bon. Bref, et puis des visions du monde rigides.
On voit le phare avec le casque. Ici, on voit justement que nous sommes constamment en quête de sens, en quête de repères. Mais finalement, beaucoup, je vais généraliser, ça sera encore plus clair. Finalement, est-ce que nous suivons euh, la lumière d'un guide qui est librement choisi ou la lumière d'un guide qui nous est imposée? La lumière qui nous est imposée. Le corps de fer avec le casque, on voit que nos sociétés, elles glorifient justement la force, elles glorifient la protection, mais disons-le très clairement, cela se transforme en mentalité de forteresse où chacun finalement se replie dans sa propre idéologie sans accepter la nuance. L'échelle et le casque, on nous présente finalement souvent le monde, le monde en dichotomie complètement simpliste. Droite, gauche, bien, mal, yuki, croyance, athéisme, tradition, progrès. Mais la vraie pondérance, elle exige de sortir de cette pensée binaire pour pouvoir embrasser justement la complexité. Le soldat et le casque nous montrent que trop souvent, nous combattons des batailles qui ne sont pas les nôtres, qui sont manipulées par des structures de pouvoir qui utilisent nos convictions pour diviser et mieux contrôler. Je pense que ça vous parlera. Donc finalement, tout ceci nous montre cette rigidité idéologique de notre époque qui nous pousse finalement à nous enfermer dans des camps opposés, où le dialogue, il est remplacé par des affrontements stériles et l'individu finalement tempéré, qui est capable de penser en dehors des extrêmes, il devient une anomalie. On en est là aujourd'hui quand même. Et les cartes qui sont liées à la décision, à l'orientation également, elles mettent en avant un paradoxe central de notre époque. C'est-à-dire que nous avons l'illusion d'avoir des choix qui sont multiples, alors qu'en réalité, ces choix, ils sont soigneusement, cadrés. L'échelle et la tour mettent en lumière que nos décisions, c'est-à-dire que nos décisions, est-ce qu'elles sont réellement nôtres, ou est-ce qu'au contraire, nos décisions, elles sont le fruit peut-être d'un conditionnement justement social, c'est-à-dire que nous pensons, et nous croyons d'ailleurs, choisir librement, mais finalement nos options, elles sont souvent préformatées par des systèmes qui orientent précisément nos décisions. L'opéra et le soldat. L'art, la culture, qui sont devenus, disons-le très clairement, des outils de propagande idéologique qui façonnent finalement des récits qui encouragent à quoi? Allez, à la conformité ou à une rébellion stérile, mais souvent, mais jamais, je veux dire, pas souvent, jamais, une véritable quête de lucidité. Et puis on a la lettre et le phare. Et ici, l'information finalement que nous recevons, est-ce qu'elle est un message finalement authentique ou est-ce qu'elle est une lueur purement artificielle qui nous dirige justement vers un chemin prédéfini. Donc on voit justement que notre société, elle maquille la conformité justement sous les traits du libre arbitre. Et beaucoup pensent justement ou se pensent être libres de choisir leurs valeurs, leurs engagements, mais finalement leurs influences, elles sont soigneusement contrôlées. Finalement, au final, ce tirage il pose une question fondamentale sur la vraie nature de l'équilibre. C'est-à-dire que celui-ci ne peut être dicté par une autorité extérieure, mais doit être, les guides me disent, cultivé en soi, indépendamment justement des pressions sociales et culturelles. Donc la pondérance véritable,
encore une fois, elle ne consiste ni à se soumettre aveuglement, ni à rejeter non plus tout en bloc. Elle va impliquer, déjà dans un premier temps, un ancrage profond, c'est-à-dire un ancrage qui ne vacille pas au gré des influences extérieures. Elle implique également une lucidité, bien sûr, une lucidité critique, c'est-à-dire une lucidité qui détecte les manipulations, sans sombrer justement dans la paranoïa. Cela va impliquer une expression également authentique, bien sûr, c'est-à-dire qu'il ne va pas se laisser museler par la peur du rejet, et puis un discernement, ça c'est primordial, un discernement souple, qui est capable d'évoluer justement, d'évoluer mais sans renier. Donc la véritable stabilité, elle se trouve ni dans l'extrême soumission, encore moins dans la radicalité aveugle, mais, les guides me disent, dans une force intérieure qui traverse finalement les tempêtes sans être balayée par elles. Donc, on en arrive au niveau de notre progression par rapport à notre investigation du jour sur une question essentielle, c'est comment finalement échapper à cette illusion de tempérance. Puisqu'on voit que le faux équilibre, justement, qui est prôné par les systèmes de pouvoir, il repose véritablement sur 3 piliers. On a la lettre et les ruines qui mettent en lumière le contrôle de l'information, le contrôle de l'histoire. Par le casque et le soldat, on a la polarisation des identités, la polarisation des opinions. Et par l'échelle et la tour, on a l'illusion du libre arbitre. Mais finalement, le vrai équilibre, qui ne se négocie pas, et il ne va pas consister finalement à faire des compromis avec un système qui nous réduit au silence, mais à trouver justement un ancrage inébranlable au-delà des dogmes, des conditionnements et des extrêmes. Les guides me disent qu'un homme équilibré n'est ni un esclave, ni un rebelle aveugle. C'est une personne qui voit au-delà des mirages, qui forge également sa propre stabilité, qui choisit sans être manipulé et qui parle sans être bâillonné. Et voilà justement ce que nos sociétés tentent véritablement d'éradiquer, d'éteindre. Mais n'oublions pas que nous sommes plus nombreux qu'eux. N'oublions pas que chacun d'entre nous, si on unissait finalement nos forces, nous pouvons reconquérir. Donc finalement, les sociétés dites démocratiques, on va parler quand même de ceci, non ? Est-ce qu'on est dans une illusion finalement purement et simplement de liberté, sachant que si l'on analyse véritablement à la fois les cartes, comme nous le faisons, leur message sous l'angle, là pour le coup, politi.que sociétal, on a très clairement une évidence qui se dégage. C'est-à-dire que notre pays, qui est un pays dit démocratique, il est démocratique finalement qu'en apparence. Car le concept même finalement de démocratie, il va supposer une chose essentielle, il va supposer un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais finalement, en réalité, on observe quoi ? On observe une mise en scène où les véritables décisions, elles nous échappent. On n'est même pas concerté finalement. Donc elles échappent véritablement, elles nous échappent. De là, est-ce que véritablement la démocratie, est-ce que c'est une réalité encore aujourd'hui ? Est-ce que c'est une illusion qui est entretenue ? Et pour ça, je pense que la carte de la lettre et des ruines vient mettre littéralement en lumière une manipulation historique
De quoi? Du récit collectif. C'est-à-dire que l'histoire que nous connaissons, elle est celle que les vainqueurs, ou les pseudo-vainqueurs, écrivent. Il en va de même avec notre système démocratique, c'est-à-dire qu'elle est définie par ceux qui détiennent les rênes. Je veux dire les règles, les rênes. La lettre en elle-même, elle va représenter quoi? Elle va représenter la diffusion de messages officiels, les lois, les contrats sociaux, mais finalement, qui rédige ces textes et qui décide des règles du jeu? Les ruines en elles-mêmes, elles rappellent que on hérite de quoi? On hérite d'un système qui est déjà façonné et dont les bases ne sont pas toujours aussi justes qu'on peut le prétendre. Et donc la nostalgie d'un âge d'or démocratique est peut-être une illusion, dans le sens où l'équilibre, finalement, il n'a jamais existé. Ce qui a existé, en revanche, c'est seul le récit, finalement, a évolué pour masquer les fissures, tout simplement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous participons, finalement, à une démocratie de surface où le vrai pouvoir n'émane pas du peuple, mais d'une élite complètement corrompue, complètement déglingue.gay, c'est-à-dire d'une élite qui contrôle les structures de décision, les institutions, les récits collectifs. Le casque et le soldat. Le casque et le soldat viennent souligner finalement une volonté très claire de maintenir une division permanente dans la population. C'est-à-dire que le casque, lui, représente l'idéologie, mais l'idéologie rigide, l'enfermement aussi dans des certitudes absolues, et il montre également comment notre société, ou les sociétés modernes, dites modernes plus généralement, eh bien, elles poussent les individus à se ranger dans des camps qui sont irréconciliables. Droite, gauche, conservateurs, progressistes, nationalistes, globalistes. Le soldat, lui, il incarne la bataille constante, les conflits qui sont instrumentalisés pour détourner justement l'attention des véritables enjeux. Donc, très clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une société qui est polarisée, justement, c'est une société qui est plus facile à contrôler. Et tant que nous nous battrons entre nous sur des questions secondaires, nous nous battrons pas nous nous battrons pas contre les véritables structures de pouvoir. L'échelle et la tour, cette association, elle est cruciale aussi, puisque c'est un symbole, quelque part, un symbole frappant de cette fausse liberté de choix. C'est-à-dire que l'échelle en elle-même, elle évoque la prise de décision, le libre arbitre, supposé, supposé des individus, et la tour, elle symbolise la force, le pouvoir centralisé, la structure inébranlable de l'élite. Donc le choix que nous croyons faire, ou les choix que nous croyons faire, sont en réalité finalement préformatés. C'est-à-dire qu'on nous présente des options, mais des options qui sont toujours finalement dans un cadre déterminé, par ceux, bien sûr, qui détiennent le pouvoir. Donc dans une élection, les candidats visibles, ils sont déjà sélectionnés par des instances supérieures. Et dans les médias, pour parler d'eux, vous savez à quel point je les chéris, les sujets à débattre, ils sont orientés, c'est-à-dire pour ne jamais remettre en cause le fondement du système. De ce fait, finalement, on a une question qui en découle, qui découle de ce regard, de cette analyse conjointe avec les guides, avec les chevaliers de lumière. C'est pourquoi finalement maintenir cette illusion démocratique, et surtout quel est le but ultime des puissants de ce monde. Et je pense que je me trompe peut-être, mais ok.
on est sur, euh, au niveau du but recherché, sur le fait de vouloir maintenir finalement le contrôle économique, le contrôle politique, c'est-à-dire que la centralisation finalement du pouvoir, elle permet bien sûr aux élites hein, de préserver leur domination à la fois sur les ressources, les infrastructures, les circuits économiques. Et donc la vraie démocratie, elle impliquerait quoi? Elle impliquerait très clairement une redistribution du pouvoir et des richesses. Et cela permettrait notamment, ou remettrait complètement en cause l'hégémonie des classes dirigeantes. Donc l'objectif des puissants, c'est d'assurer la pérennité justement d'un système où les richesses et le pouvoir eh bien, restent concentrés justement dans une minorité. On a également, par l'association du phare et de la lettre, l'évocation très claire de la manipulation de l'information et aussi de la surveillance. Hein. Le phare, oui, pas mal aussi. Le phare, lui, il est clair. Ok, il surveille. Il surveille aussi. Hein. Et il vient symboliser justement les outils de contrôle moderne, à savoir les médias, la technologie, les algorithmes, les lois liberticides. Alors ça, on n'en manque pas. Hein. Et la lettre, elle montre quoi? Elle montre la diffusion justement du récit officiel qui façonne justement qui tend ou qui a pour but de vouloir façonner notre perception du monde. Donc, construire finalement un environnement où où les individus, s'autocensurent, acceptent leurs conditions sans se rebeller, c'est la peur du chaos qui est entretenue justement pour faire accepter le contrôle comme un moindre mal. On a aussi autre chose d'intéressant, c'est le corps de fer avec le casque. Puisque là, on est dans l'évocation, où ça laisse entendre justement la transformation des individus en rouage à la fois productif, obéissant et prévisible. Le corps de fer, il évoque vraiment une humanité quelque part qui peut être robotisée, qui est contrôlée en même temps par des structures implacables, l'intelligence artificielle, le transhumanisme, la financiarisation de l'existence, et le casque, lui, c'est l'endoctrinement, hein. C'est la formation d'une mentalité collective qui rejette finalement toute contestation. Donc finalement, l'objectif des puissants à travers, c'est faire de nous des unités économiques, des travailleurs justement, et puis des consommateurs passifs, qui ne cherchent pas à sortir, bien sûr, du cadre établi, certainement pas. Donc, voilà. Je me suis peut-être un peu emporté, mais je trouve que c'est tellement fort ce tirage qui nous indique très clairement justement une nécessité absolue de retrouver un véritable équilibre. Et cet équilibre, il ne viendra pas d'un système politique, mais d'une prise de conscience individuelle, d'une prise de conscience collective. Unissons nos forces pour briser justement les illusions et comprendre que ce système n'est pas ce qu'il prétend être. Et ça, c'est déjà la première étape, briser les illusions. Les guides me disent également, ils nous invitent à sortir de la polarisation, à refuser finalement de jouer le jeu des oppositions artificielles et à chercher la nuance. Reprenons aussi le pouvoir, reprenons le contrôle de l'information et en cela continuons de développer un esprit critique face au récit dominant et cherchons la vérité, surtout par soi-même. Et favorisons des structures autonomes, locales, basées, je dirais, sur une vraie souveraineté individuelle et collective. Donc les puissants, ils ne peuvent exister finalement que si nous restons
dépendants du système si nous restons enfermés dans cette tour. La véritable démocratie ne peut venir des institutions, mais d'un réveil conscient, qui refuseront justement la soumission, d'un réveil des consciences, qui, comme je le disais, refuseront la soumission douce et l'illusion du choix. C'est très important tout ceci. Je suis pas là en train de faire un plaidoyer ou quoi que ce soit, mais voilà en tout cas ce que je pouvais vous transmettre à travers ces cartes aujourd'hui. Et on va terminer par... Ok, je le sens depuis tout à l'heure. Nous allons terminer par... Certains ici souhaitent nous parler directement. Je suis prêt à recevoir finalement... je suis prêt à recevoir et à vous transmettre ce que les Templiers souhaitent nous transmettre. Je suis juste en train de chercher, pardonnez-moi, voilà, j'étais en train de chercher ceci, mon pendule en cristal de roche, parce que nous allons terminer par une canalisation, un message canalisé. Je le sens depuis tout à l'heure. Je sens vraiment une montée vibratoire. Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît... Alors, comment je vais pouvoir faire? Ok, je vais mettre ça comme ça ici. Est-ce que vous voyez ou pas? Non, je suis pas sûr que vous voyez. Ok, merci. On y va. Les Templiers ont un message à nous transmettre en cette fin d'émission. Est-ce que vous pouvez déjà... Donc j'ai fait toutes mes protections. Ok, on y va. Fils et filles de la terre, écoutez la voix des anciens, celle qui résonne au-delà du temps et des illusions façonnées par les puissants de ce monde. Ce que vous appelez démocratie n'est qu'un mirage dressé pour endormir vos âmes et enchaîner vos esprits. Nous, qui avons vu les mécanismes du pouvoir à l'œuvre et connu les chaînes invisibles de l'obéissance contrainte, nous vous disons ceci. La véritable souveraineté ne se mendie pas. Elle se reprend. On vous a enseigné la soumission sous le masque du compromis.
On vous a fait croire que l'équilibre consistait à accepter le joug avec gratitude, que la tempérance était le renoncement, que la sagesse était l'obéissance. Mais ceci est un mensonge. L'équilibre véritable n'est pas le compromis forcé, mais l'harmonie entre puissance et discernement. La tempérance n'est pas l'inaction, mais la capacité à peser chaque chose sans céder aux extrêmes dictés par ceux qui vous manipulent. Regardez votre monde. Il vous divise pour mieux vous dominer. Il vous agite pour mieux vous fatiguer. Il vous nourrit de peur pour mieux vous soumettre. Les dirigeants ne règnent pas par la force brute, mais par l'illusion du choix. Ils offrent deux routes, toutes deux menant aux mêmes abîmes, et vous laissent croire que vous avez décidé. Mais en vérité, tant que vous jouez leur jeu, tant que vous vous querellez pour savoir laquelle est la meilleure, vous ne voyez pas le sentier de votre propre souveraineté qui a été effacé des cartes. Soyez comme la lame forgée dans le feu, souple et résistante. Que votre esprit ne se laisse pas corrompre par la peur, ni par les promesses d'un pouvoir qu'on ne vous donnera jamais. La seule autorité légitime est celle que vous reprenez pour votre propre destinée. Cessez d'attendre des rois et des maîtres, cessez d'espérer que l'un d'entre eux restaurera la justice. La justice véritable ne se réclame pas. Elle se construit par les actes de ceux qui refusent le mensonge. Il viendra un temps où les murs de l'illusion s'effondreront, où la grande mascarade sera révélée. Mais serez-vous prêt? Ou serez-vous encore à espérer qu'un faux sauveur vienne vous guider hors de la prison que vous avez laissé se bâtir autour de vous? Comprenez ceci. Personne ne viendra. Vous êtes les architectes de votre propre libération. Soyez la tour qui ne plie pas, mais aussi la rivière qui s'adapte. Soyez la force et l'intelligence, la fermeté et la patience. Regardez derrière le voile. Voyez au-delà des dogmes. Et alors, vous comprendrez. Vous comprendrez que ce monde n'a jamais été gouverné pour vous, mais contre vous.
Et ce jour-là, vous n'aurez plus peur. Car la peur est l'ultime chaîne des esclaves. Nous sommes les gardiens du savoir caché. Nous avons marché avant vous sur les routes du mensonge et de la trahison. Nous avons vu les visages des puissants et nous vous le disons, ils ne sont que des ombres, rien de plus que des marchands de vent. Leur règne prendra fin lorsque vous cesserez d'y croire. La seule question qui demeure est celle-ci. Aurez-vous le courage d'ouvrir les yeux? Gratitude, gratitude, gratitude. Gratitude, 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 gratitude au guide de s'être fait la voix des chevaliers de lumière. Gratitude bien sûr aux chevaliers de lumière eux-mêmes pour leur message. Gratitude, gratitude, gratitude également à vous, mes chers amis, pour avoir suivi cette émission. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et puis on se retrouve bien sûr dès demain pour... Vous avez un message pour une nouvelle semaine ensemble. En attendant, prenez soin de vous. Prenez soin également de toutes les personnes que vous aimez. Et j'étais ravi de partager ce moment en votre compagnie. Je vous embrasse. Très bon dimanche à vous et à très vite. Ciao, ciao.